pense qu'il y a une réflexion globale à avoir. Qu'est-ce que compte faire l'investisseur à 5, à 10 ans? Est-ce qu'il compte continuer à investir dans la pierre, à acheter d'autres actifs immobiliers? Est-ce qu'il compte garder son immeuble pour du rendement uniquement? Est-ce qu'il compte le vendre un jour? Est-ce que ça va être sa seule vente? Parce que si c'est sa seule vente, il ne faut pas oublier que l'impôt sur le gain immobilier a un taux dégressif dans certains cantons. Par exemple, Genève, après 25 ans, il sera à 0 d'impôt. Où habite cet investisseur? Est-ce qu'il est en Suisse? Il ne faut pas oublier quand une société immobilière verse un dividende à son actionnaire, il y a l'impôt anticipé. Si cet investisseur-là est dans un pays étranger où il n'y aurait pas de convention de double imposition, ce serait peut-être pas une très bonne idée d'avoir une société immobilière en Suisse. Si l'investisseur est à l'étranger, dans un pays non conventionné, par exemple Monaco, c'est un petit peu les questions qu'il faut se poser. L'idée, c'est justement d'accompagner l'investisseur dans cette réflexion, voir les différentes options qui se présentent à lui. Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Maître Justin Brodard, fondateur de l'étude Brodard Avocat SA. Hello Justin. Oui, bonjour Edouard, merci pour l'invitation. Merci à toi d'accepter de faire cet épisode. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la société immobilière, la fameuse SI. Des questions que je reçois absolument tous les jours sur est-ce qu'il faut créer une société ou pas pour acheter de l'immobilier. Donc premièrement, peut-être première question basique, qu'est-ce qu'une société immobilière? Alors fondamentalement, une société immobilière, c'est une société. Ça peut prendre la forme d'une société anonyme, c'est souvent le cas. Ça peut prendre la forme aussi d'une SARL ou même d'une coopérative. Le critère pour savoir si on est en présence d'une société immobilière, c'est avant tout le but de cette société ou l'activité effective. Et puis là, une société immobilière, typiquement, elle doit avoir un but de promotion immobilière, de location d'immeubles, d'achat-vente d'immeubles. Donc, il y a un but raccroché au domaine immobilier. Et à côté de ça, on a aussi une analyse des états financiers. Une société immobilière, c'est une société qui possède en valeur vénale à l'actif de son bilan pour 2/3 d'immeubles. Alternativement, c'est une société dont les rendements au niveau de son compte de résultats proviennent de rendements locatifs ou de vente d'immeubles pour 2/3 également. Ok, donc on l'appelle SI, société immobilière, mais Oui. Au final, c'est une SARL normale, une SA normale. Exactement, on l'appelle société immobilière. Ça aura surtout une incidence lors de la vente, parce que la vente d'une société immobilière, peut-être qu'on en parlera après, on n'obtient pas un gain en capital exonéré, mais on prélève, l'impôt sur le gain immobilier est prélevé lors de la vente d'une société immobilière par un particulier. Okay. Il y a peut-être encore une nuance à apporter. On voit beaucoup de sociétés aussi en pratique qui possèdent des actifs d'exploitation. Par exemple, un garagiste qui serait constitué en société anonyme. Et bien souvent, il a son garage dans les comptes de sa société. Ce garage peut avoir une valeur importante par rapport au stock. Donc, le critère des 2/3 peut être atteint. Ça ne fait pas pour autant de cette société-là une société immobilière. Pourquoi ? Parce que l'actif, il est rattaché à une exploitation. Et puis, ce n'est pas un actif à proprement parler immobilier au sens de société immobilière. Ok, donc ça veut dire qu'à ce moment-là, si lui vendait son garage, il se passerait quoi? Il y aurait un gain en capital exonéré vraisemblablement, parce que ce n'est pas une société immobilière. Donc la différence, elle se fait là. Mais fondamentalement, une société immobilière, oui, c'est une société anonyme qui détient des immeubles. Ouais, parce qu'on pose souvent la question, pourquoi est-ce que j'achèterais pas des biens immobiliers avec une société? Donc je crée une SARL basique, j'achète 1 ou 2 appartements, 3 appartements, et ensuite je vends la société comme ça, paf, pas d'impôt sur le capital, vente d'actions, non. Ça ne fonctionne pas. Non, ça ne fonctionne pas. Justement, si la société elle est qualifiée d'immobilière, il y aura un gain immobilier lors de l'aliénation des actions. Ok, d'accord. Maintenant, question de base pour une personne qui comprend maintenant ce que c'est une société. On comprend un petit peu les avantages de la société immobilière. On en reparlera. Peut-être on peut en parler tout de suite. C'est quoi les avantages fondamentaux d'une société immobilière par rapport à l'acquisition en nom propre? Ouais, alors j'en vois 4. Le premier avantage, c'est que le taux de l'impôt au niveau de la société immobilière, il va être connu. On est sur un taux effectif entre 12 et 14% dans les cantons romans. Okay. Donc on a une prévisibilité au niveau du taux de l'impôt. Pour l'investisseur, là où c'est intéressant, c'est qu'on évite de cette manière-là une discussion autour de la professionnalité. Lorsqu'une personne privée commence à vendre des immeubles, en fonction de la fréquence de vente, elle peut être considérée par le fisc comme un commerçant professionnel d'immeubles, auquel cas son imposition pourrait devenir très élevée. L'AVS s'ajouterait également à ça, on parle de pas loin de 50% d'imposition. Si on détient les immeubles par le biais d'une société et que c'est la société qui vend, eh bien là, le taux de l'impôt il est connu. Donc il y a une prévisibilité pour l'investisseur. Ça, c'est un avantage. L'autre avantage, c'est qu'à un moment donné, le profit, que ce soit un rendement ou une plus-value, va être réalisé au niveau de la société. Et à ce moment-là, l'investisseur, quand il va sortir
l'argent de sa société sous forme de dividendes, en général, eh bien, ça lui permet d'obtenir une certaine prévisibilité. Il va pouvoir coupler cette distribution de dividendes peut-être avec des rachats LPP, avec d'autres actions à entreprendre, et il aura, disons, une certaine maîtrise de sa fiscalité. Troisième avantage que j'y vois, il peut y avoir des questions de planification au niveau des successions, au niveau des donations, parce que les règles d'assujettissement sont différentes si on détient une société immobilière ou si on détient un immeuble. Les règles sont différentes. Pourquoi ? Parce qu'un immeuble sera imposé au lieu de situation de l'immeuble, tandis qu'une société immobilière fait partie du patrimoine mobilier d'un individu, elle sera imposée à son lieu de domicile. Et là, en fonction des cantons, s'il y a des cantons qui connaissent encore des impôts en ligne, par exemple descendante directe, comme le canton de Vaud, il peut y avoir une très grande différence entre une détention à titre direct ou à titre indirect via une société immobilière. Puis il y a peut-être encore aussi un quatrième avantage qui n'est pas purement fiscal, c'est celui de la responsabilité finalement. Si vous avez un problème avec un locataire, eh bien, dans le cadre d'une société immobilière, le locataire devra se tourner contre la société immobilière versus si vous êtes un particulier qui détient directement l'immeuble, ce sera contre le particulier. Là, naturellement, c'est quand même un peu plus agréable pour le propriétaire d'avoir une action qui est intentée contre sa société plutôt que contre lui-même. Ouais, ok, d'accord. Et une question qu'on me pose très souvent, c'est étant donné que l'imposition de la société dépend du canton dans lequel elle est basée, hein, l'imposition varie en fonction des cantons. Oui. Pourquoi pas créer une société immobilière à Zug pour acheter des appartements à Genève, Vaud, Valais. L'idée est bonne. En réalité, la société n'est pas, dans ce cas-là, fiscalisée uniquement au lieu de son siège. Elle déposera une déclaration d'impôt naturellement. Après, il y aura une répartition intercantonale en fonction des lieux de situation des immeubles. Ok, donc si on crée une société en Valais, par exemple. En Valais, par exemple. On achète, on revend sur le canton de Vaud. Voilà, il y aura une plus-value qui sera fiscalisée dans le canton de Vaud. Il y aura une déclaration d'impôt qui sera remplie en Valais, puis après une communication entre les autorités fiscales des différents cantons avec une répartition intercantonale. Ok, le fisc a pensé à tout. Le fisc a pensé à tout. C'est comme si vous créiez une société immobilière à Dubaï qui détenait des immeubles en Suisse, il y aurait une fiscalité en Suisse. Ok, d'accord. Donc ça sert à rien de chercher midi à 14h. Ça n'existe pas. Et donc, admettons, je débute dans l'activité immobilière. J'ai 200 000 francs et j'aimerais acheter un premier appartement ou 2 appartements. Voilà, 2 appartements à 400 000. 100 000, 100 000. Est-ce qu'il faut créer une société immobilière dès la première acquisition d'un appartement ? Alors, idéalement, oui. Pourquoi ? Parce qu'après, elle sera faite. Il faut bien commencer une fois. Dans un scénario comme celui que tu présentes, l'idée, ce serait d'abord de créer la société immobilière. Donc là, on passe chez un notaire, on fait une création de société ordinaire, une société anonyme avec peut-être 100 000 francs de capital. Et puis après, ce qu'on voit assez fréquemment, c'est que l'actionnaire fait un prêt à sa société. Souvent, il va falloir compléter ça avec du financement étranger, du financement bancaire. Il faut négocier en amont avec la banque pour savoir si elle accepte de financer une société immobilière qui n'a finalement pas de passé, qui n'a pas d'historique. Parfois, là, ça peut bloquer un tout petit peu. Et c'est la société immobilière qui fera l'acquisition de l'immeuble. Ouais, complètement. Sur le plan fiscal, la société immobilière, à ce moment-là, paiera le droit de mutation. Ouais, tout à fait. Mais j'ai souvent la problématique avec des personnes qui viennent me voir et qui me disent « Ok, bon, j'ai acheté un premier appartement, je suis allé voir ma fiduciaire. Ils m'ont dit inutile de faire une société. Pour un appartement, ça ne vaut pas la peine. C'est quand même beaucoup. Il y a quand même quelques frais à créer une société. Pas énormément, mais il y a quand même quelques frais. Après, la société est là, donc aussi, il faut tenir une comptabilité, aussi quelques frais. Et donc, ça ne vaut pas la peine. Mais sauf qu'ils ont fait ça pour le premier appartement, puis après le deuxième appartement, pareil, ils se sont dit, bon, pour un appartement, ça vaut pas la peine. Troisième appartement, pareil. Quatrième, pareil. Cinquième, pareil. Après, ils ont 10 appartements, mais ils sont propriétaires en nom propre. La société n'est toujours pas faite. Et il s'est passé 15 ans entre deux. Et du coup, ils se retrouvent à se dire, bon, vas-y, je transfère tout ça dans ma société. Comment est-ce que je fais pour pas être imposé ? Alors là, bon, c'est une excellente question. Bon, alors le fait d'amener des immeubles acquis auparavant dans une société immobilière, ça va générer des conséquences fiscales. Par contre, c'est des conséquences fiscales qui vont pouvoir être, amorties dans le temps. Je m'explique. Typiquement, quand on fait ce genre d'opération, d'abord, il faut tenir compte de certains frais. On a des frais de notaire, frais des émoluments, des frais de registre, etc. Il faut compter avec 1,5% du prix de vente. À côté de ça, au niveau des impôts, on a 2 impôts. On a le droit de mutation qui va être payé par la société immobilière. Donc là, en clair, l'acquéreur, dans ton exemple, aura payé une fois le droit de mutation
lorsqu'il aura acquis lui-même l'immeuble. Et une deuxième fois, c'est la société immobilière qui va le payer quand il y aura le passage. Bon, ça c'est une chose. À côté de ça, il y a le gain immobilier. Et là, le fisc va prélever le gain immobilier. Le gain immobilier, dans un cas comme ça, il faut bien voir que l'immeuble doit être apporté à la valeur vénale. Ça, c'est le tribunal fédéral qui l'impose. On ne peut pas apporter un immeuble à une sous-valeur. Une fois qu'on a, disons, une expertise, qu'on s'est mis d'accord avec le fisc sur la valeur, eh bien, finalement, on aura une imposition du gain immobilier qui s'appliquera sur la différence entre la valeur d'apport, la valeur vénale, et puis la valeur d'acquisition. La valeur d'acquisition auquel on augmenté des impenses, c'est-à-dire des travaux à plus-value qui ont été réalisés par le propriétaire, qui sont, eux, déductibles du gain immobilier, à l'inverse des travaux des frais d'entretien annuels. Commission de courtage aussi, frais d'acquisition aussi. C'est ça. Ce genre de choses. Oui, exactement. Et du coup, on aura quand même une certaine fiscalité, on aura quand même un coût fiscal à sortir, puisqu'il y a le gain immobilier et le droit de mutation. Maintenant, ce qui se passe, c'est quand le propriétaire amène son immeuble dans la société, admettons qu'il l'amène pour 2 millions, la société a un capital action de 100 000, la différence, 1,9 million, c'est quoi? Ça va être finalement un prêt. Un prêt que le propriétaire fait à sa propre société. Et sur ces 1,9 million, il va pouvoir, ce propriétaire-là, se faire rembourser en neutralité fiscale à concurrence d'1,9 million, c'est-à-dire sur tous les rendements qui seront générés par la société. Les rendements seront imposés au niveau de la société naturellement à 12-14%, mais le solde pourra être finalement remboursé à l'actionnaire en neutralité fiscale. Et là, il y a un calcul à faire pour savoir en combien de temps, finalement, le montant de l'impôt sur le gain immobilier et des droits de mutation pourra être compensé par ce bénéfice fiscal de remboursement du compte actionnaire. Donc là, il y a un vrai calcul à faire. Et finalement, le fait d'apporter un immeuble ou des immeubles dans une société, ça génère un coût fiscal une fois, qui peut être important, mais il peut être compensé sur plusieurs années. En clair, j'aime bien dire que là, vous achetez une sorte d'assurance de rente. Ok. Parce qu'en fait, l'actionnaire devient créancier de la société. C'est ça. Puisqu'il apporte l'immeuble dans la société. Oui. Donc c'est un remboursement. C'est un remboursement. Puis une fois que le remboursement sera échu après quelques années, l'actionnaire va devoir, à un moment donné, pour sortir de l'argent, peut-être choisir de se distribuer un dividende ou... Ouais. Voilà. Ok. Mais donc, ça veut dire quand même que pour quelqu'un qui crée une société immobilière pour acheter l'immobilier, le jour où il se verse un dividende ou un revenu, il peut choisir les deux, il sera quand même imposé. Donc, c'est-à-dire qu'il est imposé une fois sur le bénéfice de la société. Oui. Et quand il sort de l'argent pour le récupérer lui-même pour partir en vacances, il le paiera aussi à nouveau. Ouais, alors c'est ça. Alors, il le paiera, mais en général, le détenteur d'actions d'une société immobilière, il détient sa société à plus de 10%. C'est-à-dire que sur le dividende, il va pouvoir bénéficier d'une imposition privilégiée. Si on raisonne en termes de taux maximum, on est sur du 40% en général en Suisse, de taux d'impôt maximum sur le revenu. Le dividende, lui, sera taxé à 28%. Ok. Donc, in fine, si vous voulez, le propriétaire final aura payé la même charge d'impôt, une fois 14% dans la société, une fois 28% lors de la distribution de dividendes. Par contre, il aura choisi le timing. Et ça, c'est hyper important en droit fiscal. Pour lui, c'est une aubaine de choisir le timing parce qu'il choisit le moment de son imposition, puis il va pouvoir choisir s'il arrive à adoucir son imposition ou s'il arrive peut-être à prendre ce revenu-là à un moment particulier de sa vie. Complètement. Donc en fait, l'avantage vraiment d'une société immobilière, c'est de pouvoir bénéficier d'une fiscalité avantageuse tant que l'argent reste dans la société. C'est ça? Ouais, c'est ça. Une fiscalité avantageuse, je dirais pour le propriétaire, oui, il y a quand même un de désavantages. C'est qu'à un moment donné, la société immobilière, elle va être valorisée comme un actif pour l'impôt sur la fortune. Et là, on a quand même une différence de traitement entre un immeuble et une société immobilière. Donc, sur l'impôt sur la fortune, c'est un léger désavantage pour la société immobilière. Pourquoi? Parce que cette société immobilière va être évaluée selon une méthode qui est connue, une méthode des praticiens. Et on parle de valeur de substance. En clair, on va prendre la valeur vénale de l'immeuble et puis on va le diminuer des dettes. Et ça, c'est le montant auquel vos actions de la société immobilière vont être évaluées. Tandis que quand vous achetez un immeuble, souvent le fisc pratique une décote entre 60 et 80% de la valeur vénale de l'immeuble. Si vous achetez un immeuble à 1 million, dans votre déclaration d'impôt, souvent il figurera à 600 ou 800 000. C'est la fameuse valeur fiscale. Voilà, exact. Okay. Qui est inférieure à la valeur vénale. Donc en général, quand vous achetez un immeuble en direct, vous payez un petit peu moins d'impôt sur la fortune. Ok, donc dans une société, on n'utilise pas cette valeur fiscale? Non, puisque en fait, on utilise la méthode des praticiens et on arrive à des valeurs un peu plus élevées pour l'impôt sur la fortune. Là aussi, où il y a peut-être des fois un désavantage pour la société immobilière, c'est que quand vous détenez un immeuble direct, en direct, vous pouvez faire valoir des frais de rénovation de manière forfaitaire, entre disons 10 et 30%, en général 20%, sur les loyers, sur les rendements.
quand vous détenez une société immobilière, vous ne pouvez pas faire valoir ces montants forfaitaires. Donc, Ok. vous devez les engager. On est sur le principe de la valeur comptable. Donc, vous devez prouver que ces charges sont commercialement justifiées. Donc là, vous avez peut-être des déductions qui sont un tout petit peu inférieures. À l'inverse, dans la société immobilière, vous pouvez faire valoir des amortissements, vous pouvez déduire l'impôt lui-même, sachant que l'amortissement, le jour où il y a une plus-value, il sera récupéré par le fisc. Ouais. Donc, il y a quand même 2-3 calculs à faire. Ouais, complètement. Ça veut dire que pour le petit propriétaire, petit investisseur qui souhaite acheter son premier appartement, est-ce que ça vaut la peine d'en faire une ou pas? Ou bien est-ce que du coup, ce qu'il faudrait qu'il se dise, c'est d'accord, je fais une société immobilière, j'achète cet appartement parce que ma volonté, c'est de développer un patrimoine plus tard, continuer d'acheter des appartements à gauche à droite. Chaque fois, je l'achèterai avec ma société. C'est ça. Je pense qu'il y a une réflexion globale à avoir. Qu'est-ce que compte faire l'investisseur à 5, à 10 ans? Est-ce qu'il compte continuer à investir dans la pierre, à acheter d'autres actifs immobiliers? Est-ce qu'il compte garder son immeuble pour du rendement uniquement? Est-ce qu'il compte le vendre un jour? Est-ce que ça va être sa seule vente? Parce que si c'est sa seule vente, il ne faut pas oublier que l'impôt sur le gain immobilier a un taux dégressif dans certains cantons. Par exemple, Genève, après 25 ans, il sera à 0 d'impôt. Et si on parle d'un seul immeuble, il n'y a pas trop de risque d'être considéré comme commerçant professionnel d'immeuble. Je mets encore des réserves ici. Ouais. Donc ça va dépendre un peu de sa planification globale. Est-ce qu'il dispose déjà, par exemple, d'une structure holding? Est-ce qu'il a déjà d'autres sociétés auxquelles il pourrait facilement raccrocher une société immobilière? Ouais. Est-ce que lui-même, c'est aussi important, où habite cet investisseur? Est-ce qu'il est en Suisse? Parce qu'il ne faut pas oublier, quand une société immobilière verse un dividende à son actionnaire, il y a l'impôt anticipé. Si cet investisseur-là est dans un pays étranger où il n'y aurait pas de convention de double imposition, ce serait peut-être pas une très bonne idée d'avoir une société immobilière en Suisse, puisque l'impôt anticipé, c'est l'impôt qui est versé lorsque une société immobilière distribue un dividende à l'actionnaire. C'est un impôt de 35%, il est versé sur 100, il y a 35 qui partent à l'AFC, 65 dans la poche de l'actionnaire. Il peut récupérer cet argent quand il fait sa déclaration d'impôt sous forme de crédit, mais si l'investisseur est à l'étranger, dans un pays non conventionné, par exemple Monaco, il n'y a pas de remboursement et ça devient une charge fiscale définitive. Voilà, c'est le genre d'axe de réflexion. Est-ce qu'il a des enfants? Est-ce qu'il est... Enfin voilà, c'est un petit peu les questions qu'il faut se poser. Puis souvent, l'idée, c'est justement d'accompagner l'investisseur dans cette réflexion, voir les différentes options qui se présentent à lui. Ouais, ok, complètement. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure en off, avant de commencer l'épisode, mais un des avantages de la société immobilière aussi, c'est en matière successorale. Donc ça simplifie potentiellement la succession. Et d'ailleurs, moi, ça m'est arrivé en tant qu'expert en estimation immobilière de faire des évaluations de patrimoine pour des personnes qui souhaitaient demander un ruling fiscal pour transférer ces biens immobiliers dans une SI pour anticiper la succession. Une bonne idée ou pas? Oui, alors bon, encore une fois, chaque cas est un peu particulier. Par contre, ce que je peux dire, c'est que on hérite d'abord de la qualité de commerçant professionnel d'immeuble. Et là, on en parlera peut-être après. Si on est commerçant professionnel d'immeuble, amener des immeubles dans une société, ce sont d'autres règles. Ce n'est pas le gain immobilier qui s'applique. Je reviendrai peut-être là-dessus après. Par contre, effectivement, pour les héritiers, hériter d'une société immobilière, un avantage que ça présente, à mon sens, c'est que d'abord, c'est beaucoup plus simple de donner des parts par définition égale entre plusieurs héritiers que de devoir valoriser un parc immobilier, ou alors après, on finit avec des copropriétés qui sont des fois difficiles, dont la mise en place est des fois parfois compliquée. L'avantage d'une société immobilière, c'est qu'on peut aussi résoudre beaucoup de problèmes via une convention d'actionnaire. C'est-à-dire un acte qui finalement règle la vie de la société au niveau des futurs actionnaires. Et ça, les parents peuvent très bien, par exemple, décider d'une convention d'actionnaire et plus ou moins l'imposer à leurs héritiers. Ok, d'accord. Donc, potentiellement, il y a une réflexion à avoir, peut-être dans la préparation de la succession. Oui. Créer une société immobilière. De créer une société. Tout dépend évidemment, j'imagine, du patrimoine qui est à disposition, bien sûr. Pour un appartement, ça vaut pas la peine. Mais oui, alors ça, c'est encore une fois, c'est le cas. C'est vrai que pour un appartement, une société immobilière, ça paraît... disons, l'appartement unique, si c'est un appartement de rendement, ça va. Là où j'ai parfois un petit peu des réticences, c'est lorsqu'on propose de créer une société immobilière pour un appartement, une maison, dont le propriétaire ferait usage. Ouais. Parce que là, alors pour une détention directe, on a la question de la valeur locative. Mais si vous détenez un appartement ou une maison ou un actif immobilier pour votre propre usage, via une société immobilière, eh bien, vous devez payer un loyer à la société immobilière. Et là, ça devient quand même un petit peu une usine à gaz. Surtout que le loyer que vous payerez sera, par définition, un peu supérieur à la valeur locative. Ah, complètement. Alors, on m'a souvent posé cette question aussi, de dire, ok, mais si j'ai de l'argent dans la société, je génère de l'argent avec la société, et moi, je veux pas me le verser à moi.
parce que justement, je veux éviter de passer par cette case dividende ou revenu. Oui. Donc, puisque je me verse très peu de revenus, Oui. je suis dans l'incapacité d'acheter un bel appartement pour moi. D'accord. Donc, je me dis, je prends ma société ou je crée une société immobilière via une holding. Enfin bref, je me débrouille pour que les fonds qu'il y a dans ma société qui sont disponibles achètent un logement qui est sympa, justement, pour que je puisse l'utiliser moi. C'est une bonne idée fiscale, ça, ou pas? Je pense que ça amène souvent des complications. Parce qu'on occupe son propre logement, la réflexion fiscale, ça va être est-ce que le loyer que je paye à ma propre société immobilière est conforme au marché? Ouais. Et si la réponse est non, eh bien, on a une prestation appréciable en argent avec plein de conséquences fiscales plus ou moins fâcheuses, dividendes dissimulés, insuffisance de bénéfices au niveau de la société, revenus taxables au niveau du propriétaire. Ah, on peut pas se payer le loyer qu'on veut. Non, on doit se payer un loyer qui est proche, qui est conforme au prix du marché. Si vous voulez, la société et l'actionnaire, il faut les considérer comme deux individus distincts. Si la société louerait, 3 000 francs à Pierre, Paul ou Jacques, à son actionnaire, elle ne peut pas commencer à lui louer ça à 800 francs. D'accord. Ça va pas fonctionner. Ok. Allez, le fisc a tout vu et voit tout. Un autre point intéressant, c'était justement le professionnel, commerçant professionnel d'immeuble. Typiquement, il y a plusieurs critères pour entrer dans cette case, qui sont d'ailleurs pas cumulatifs. Je veux dire, un des critères peut déclencher le professionnel commerçant d'immeuble, si je ne me trompe pas, ce statut un peu particulier. Oui, c'est exactement ça, un seul critère. Okay. Souvent, disons là où parfois l'analyse est peut-être un petit peu complexe, c'est que elle se fait souvent postérieurement à la vente, c'est-à-dire après la vente. Tu évoquais avant les critères, alors il y en a plusieurs. Il y a naturellement la durée de possession. On dit une vente tous les 5 ans, ça passe. 2, dans une période de 5 ans, on est déjà commerçant professionnel d'immeuble. Ah ouais. Il y a d'autres critères qui sont aussi très importants en pratique, c'est le recours à des fonds étrangers. Okay. Plus de 80% d'endettement, le fisc va commencer à trouver ça un tout petit peu bizarre. Pourquoi faire du levier en réalité si c'est juste la gestion en bon père de famille de son immeuble? Il y a d'autres critères, c'est le recours à des tiers qui seraient des professionnels de l'immobilier. Par exemple, si vous êtes une Warwick ou commencez à vous allier avec un architecte qui participe directement, puis que vous héritez d'un terrain, puis finalement vous le transformez en immeuble et vous le vendez. Finalement, vous n'avez pas vendu le terrain dont vous avez hérité, vous avez vendu un immeuble avec une plus-value. Il y a des critères aussi de quel est le rapport à votre propre profession. Donc ça, c'est tout. Qu'est-ce que vous faites des bénéfices générés? Est-ce que vous les réinvestissez immédiatement dans un nouvel objet ou bien est-ce que est-ce que vous partez avec? Donc ça, c'est une grille de lecture à avoir. Ouais. Et justement, la société immobilière, eh bien, au moins, elle a le mérite d'assurer une fiscalité qui est connue avant la vente d'un immeuble. Ouais, complètement. Et ça, pour savoir comment est-ce qu'on anticipe la possibilité d'être considéré comme professionnel? Parce que vu que la décision est prise postérieurement à la vente, une fois que c'est signé, c'est vendu, c'est trop tard. Alors bon, d'abord, il y a une analyse du dossier à faire. Souvent, il y a quand même des indices où des fois le contribuable sait d'avance qu'il est commerçant professionnel d'immeuble, parce qu'il a déjà fait des opérations, parce qu'il y a un historique. Et puis, dans certains cas où il y a un doute, eh bien, c'est pas interdit en Suisse d'aborder le fisc, l'autorité fiscale, par une demande de ruling, et puis sur une analyse du cas, présenter une vision du cas, une approche, et puis parfois conclure au fait que l'opération peut ressembler à une opération commerciale, mais finalement ne l'est pas pour telle ou telle raison. Okay. Et ça, c'est possible de faire donc avant l'opération. Ce qui est important dans ce genre de cas de figure, c'est finalement de prendre conseil auprès d'un conseiller fiscal, d'un expert fiscal diplômé, avant de faire l'opération. C'est clair qu'une fois qu'elle est faite, c'est trop tard. Ouais, c'est clair. Et combien de temps ça prend pour avoir une décision du fisc? De faire ce fameux ruling fiscal? Ça dépend chaque fois de cas en cas. Si c'est vraiment urgent, je pense entre 6 semaines et 3 mois. Ah ok, d'accord. Voilà. Ouais, d'accord. Donc c'est quand même quelque chose qui est faisable et qu'il faut faire. Ouais, complètement. Pour la notion du statut de professionnel de l'immobilier, commerçant professionnel de l'immeuble, est-ce que c'est aussi cantonal ou bien c'est partout la même chose? Partout le même système? Alors, il y a peut-être des pratiques ou des appréciations qui peuvent parfois diverger d'un canton à l'autre, mais généralement, ça, c'est quand même les critères sont partout les mêmes en Suisse. Et puis, on a quand même généralement, pour cette question-là, un alignement des pratiques cantonales. Ok, d'accord. Et typiquement, une personne comme moi, par exemple, si pour exemple, je profite, puisque je suis là, si
si j'achète, moi, ma résidence principale, vraiment, je vis dedans pendant 18 ans. Et je revends dans 18 ans. Mais clairement, professionnellement, je fais de l'immobilier. Oui. Professionnel de l'immobilier. Est-ce que je serais instantanément considéré comme commerçant professionnel d'immeuble ou pas forcément? Non, parce que cet immeuble-là risque d'être attaché à ton patrimoine privé. Ok. Et puis, non, la vente du domicile, c'est pas une vente commerciale. Ok, d'accord. Maintenant, il pourrait y avoir encore des particularités. Si ça fait partie d'un lot où il y a d'autres immeubles, enfin, faudrait voir. Mais en général, on décorelle le domicile d'actifs qui serviraient à du placement ou du rendement. Ah, ok. Donc, l'utilisation directe du bien immobilier pèse quand même là-dedans. Oui, ça pèse, oui. Ouais, ok, d'accord. Et à partir du moment où le service des contributions nous considère comme un commerçant professionnel d'immeuble, à partir de ce moment-là, toutes les transactions qu'on va faire futures seront considérées. Oui. Même sa résidence principale. Non, alors sa résidence principale, encore une fois, pas. Parce que ça peut être. Tu fais l'acquisition d'une résidence principale, souvent tu vas la vendre. Okay. Et souvent tu vas faire l'acquisition d'une nouvelle résidence principale. Et puis là, il y a même des possibilités de report, etc. Okay. Donc la résidence principale échappe un peu à ça. Après, dans le doute, encore une fois, on peut faire une demande de ruling. Ok. Mais par contre, pour les autres biens immobiliers, une fois qu'on est professionnel, on est professionnel. Oui. C'est ça, oui. Non, là, et même, comme je le disais tout à l'heure, la qualification de professionnel passe aux enfants et ne s'éteint pas après l'écoulement du temps. C'est-à-dire que y a des cas où le grand-père était commerçant professionnel d'immeuble, ça passe au fils et au petit-fils. Et même après 30 ans, tout est encore considéré comme étant un patrimoine commercial. Ok. Mais comment on s'en sort de cette situation ? À un moment donné, il va y avoir deux options. Il va y avoir deux options. Soit il y a la vente, et puis là, à ce moment-là, on dégage les plus-values et l'impôt est payé. Okay. Soit alors, on peut tenter d'amener ça dans une société immobilière. Mais cette fois, c'est pas comme pour une personne privée, on en parlait tout à l'heure, le gain immobilier qui est considéré. Ça va plutôt être l'impôt sur le revenu. Et là, les pratiques fiscales sont assez différentes. Comme on est en présence d'un commerçant professionnel d'immeuble, on va voir si son parc immobilier constitue une exploitation immobilière. C'est un des critères, il y en a d'autres, mais c'est un des critères principaux en matière immobilière pour voir si on peut amener des immeubles sans payer d'impôts dans une société. Okay. Et ce critère d'exploitation immobilière est considéré de manière un petit peu différente d'un canton à l'autre. La règle générale, c'est de dire qu'il faut quand même 800 000 francs de rendement brut locatif. Donc ça demande un parc immobilier assez conséquent. Dans le canton de Vaud, on est plutôt sur une valeur vénale qui est importante. Donc il y a des critères à analyser là. Et puis après, par le biais d'une demande de ruling auprès du fisc, on peut tenter d'amener ce parc immobilier en neutralité fiscale dans une société. Ok. Et l'avantage, c'est que la détention d'actions de la société immobilière, elle, tombe dans le patrimoine privé de l'actionnaire. Ok. Donc, pour résumer, on peut être imposé de 3 manières différentes, en gros, en tant que ça veut dire soit via une société avec un impôt sur le bénéfice, normal, soit l'impôt sur le gain immobilier traditionnel, dégressif en fonction de la durée de propriété, soit l'impôt sur le revenu, si on est considéré comme professionnel. C'est ça, exactement, oui. Ok, d'accord. Après tout ça, admettons, donc premier appartement, on crée une société directement. On achète un appartement, un deuxième appartement, on le met chaque fois dans la société. Et tout d'un coup, on a l'opportunité de faire un projet immobilier unique, une promotion immobilière. Et on se dit, ok, bon, c'est avec un autre partenaire, un associé, je ne veux pas mélanger avec cette société, on crée une deuxième société immobilière. Oui. À partir de quand est-ce que c'est intéressant potentiellement de faire une holding ? Alors, le gros avantage de la société holding, enfin d'abord une holding c'est quoi ? C'est une société qui détient des titres, des participations dans d'autres sociétés. Ça peut être des sociétés immobilières, ça peut être des sociétés d'exploitation, de services, ça peut être des sociétés de différentes natures. L'avantage de la société immobilière, dans l'exemple que tu cites, c'est qu'à un moment donné, pour la nouvelle promotion, il va falloir du financement. Alors, si on a deux sociétés distinctes, pour se financer, l'actionnaire, qu'est-ce qu'il devra faire ? Il devra se sortir un dividende, payer l'impôt, puis amener cet argent-là dans une nouvelle société. Maintenant, s'il a une structure holding, cet argent, il ne va pas le toucher lui-même, il va l'amener dans sa société holding. En Suisse, on a un mécanisme qui s'appelle le mécanisme de la réduction pour participation. C'est un mécanisme qui a pour but final de réduire l'imposition du bénéfice qui provient de dividendes. On est pratiquement sur un taux de 0%. Donc la holding ne payera pas d'impôt sur le dividende qu'elle obtiendra de la première société immobilière. Et ça permettra à cette société holding de réinvestir l'argent
dans une autre filiale qu'elle détiendra peut-être 50-50 avec une autre personne dans ton exemple, sans finalement payer d'impôts. Donc c'est ça l'avantage d'une société holding, ça permet une sorte de triangulation des bénéfices réalisés par les sociétés filles sans payer l'impôt. Okay. Et à nouveau, l'actionnaire, le gros avantage qu'il a, c'est que finalement, il peut utiliser la société holding de plusieurs manières, dire telle société holding va réinvestir dans une nouvelle filiale, la société holding va venir en aide à peut-être une société fille en difficulté financière, ou simplement je garde l'argent dans la société holding et je me distribue en tant qu'actionnaire un dividende. Ok, mais du coup, on pourrait pas faire des prêts directement entre les sociétés immobilières? Alors, on peut faire des prêts, mais les prêts entre sociétés sœurs, ça amène d'autres questions fiscales, ça amène des questions liées à la rémunération, ça amène des questions en cas d'insuffisance de rémunération. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la société sœur? Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'actionnaire? Et l'autre problème, c'est qu'est-ce qui se passe si une société part en faillite? Finalement, il y a quand même des créances qui sont dues par une société sœur. Donc, je pense que c'est plus simple et moins risqué d'un point de vue fiscal de créer une structure holding. Et ça, c'est quelque chose de faisable par quasi-fusion. Donc, on peut faire des fusions des différentes sociétés sous une société holding. Ok, donc c'est assez simple de créer une holding pour faire ça? Oui, alors... ça coûte cher, ça? Non, alors il y a la création de la holding, ouais. Il y a une augmentation de capital, donc ça, c'est des actes notariés. Puis en général, non, dans tous les cas, il y a pratiquement une demande de ruling auprès de l'autorité fiscale cantonale pour s'assurer de la neutralité fiscale de l'opération. Et puis, à côté de ça, il y a parfois un droit de timbre d'émission. Là, c'est lorsqu'on apporte une société holding où on ne détient pas 50% de la société holding, de la société immobilière. Là, il peut y avoir un droit de timbre d'émission qui correspond à 1% de la valeur vénale du parc immobilier. Mais c'est des choses qui sont gérables. Ok, d'accord. Et une holding, c'est une SARL ou une SA ou les deux? Ou ça peut être l'une des deux. Une des deux, complètement égale? L'une des deux, oui, complètement égale. Dans les faits, on voit quand même souvent une SA. Pourquoi? Parce que finalement, les actionnaires n'apparaissent pas au registre du commerce. C'est la seule raison? C'est la seule raison, oui. C'est souvent une raison. Après, une holding, en général, ne fait que de détenir des participations. On voit des fois... La considération être SARL, SA, on a ces problèmes d'apparition au registre du commerce. Ensuite, on a le capital social versus le capital action. Dans une SARL, c'est 20 000. Dans une SA, c'est 100 000, minimum 50 000 libérés. Des fois, on obtient plus de crédibilité avec 100 000 auprès d'investisseurs externes, notamment les banques, parce qu'on est plus capitalisé. Ok. Mais fondamentalement, ça peut être les deux. En général, pour les holdings, on voit quand même des SA. Ok. Et pour la société immobilière, c'est mieux de faire une SARL ou une SA? Là, c'est un peu les mêmes considérations qui entrent en ligne de compte. Ouais. Vu la valeur de l'actif sous-jacent, une SA est généralement tout indiqué. Pourquoi? Parce que vous libérez le capital action à 100 000 et ce capital action, il est utilisable par la société. Ouais. Et finalement, le projet immobilier va en général dépasser ce montant-là. Donc, faire une SA, ça paraît judicieux d'emblée. Ok, mais il n'y a pas d'avantages fiscaux à faire? Non, sur le plan fiscal, non. Ça change rien? Non, ça change rien. Et donc, on a acheté des biens immobiliers avec cette société immobilière, cette fois. SARL et SA, c'est égal. Et maintenant, on réfléchit à vendre. C'est quoi qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il faut vendre la société directement ou bien plutôt les immeubles? Ouais. Alors, pour la vente d'immeubles, on a en général plusieurs hypothèses. D'abord, on a la vente directe. Donc, c'est le gain immobilier. On a expliqué le régime tout à l'heure, sauf si on est commerçant professionnel d'immeubles. Ensuite, lorsque c'est une société qui possède l'immeuble, la société, il y a deux options de finalement déboucler la boucle. Soit c'est la société qui vend l'immeuble directement, elle sera imposée sur l'impôt sur le bénéfice, entre 12 et 14% en fonction du lieu de situation de l'immeuble. Elle paye l'impôt, la société obtient le cash, et puis après, l'actionnaire décide, soit il liquide la société, auquel cas il y a un bénéfice de liquidation qui sera soumis à l'impôt sur le revenu, à hauteur de 28%, c'est un dividende. Soit la société fait de nouveaux achats. Alternativement, un actionnaire peut choisir de vendre la société immobilière. Et là, il y a deux cas de figure. En Suisse, fédéralisme oblige, il y a deux situations qui peuvent se produire. Il y a des cantons qui sont dits monistes, où là, on ne connaît qu'un seul système d'imposition, c'est le gain immobilier. On entend dans moniste le mot mono, il n'y a que le gain immobilier. Okay. Finalement, ça, c'est assez facile. Et puis, il y a des cantons... C'est le même impôt que pour les personnes privées?
C'est le même Même impôt barème. c'est le même impôt que pour les personnes privées. Ok. Et puis, il y a des cantons sur la vente immobilière qui connaissent le système dualiste. On l'a vu, une fois, c'est la société qui vend, et puis là-dessus, il y a l'impôt sur le bénéfice. Mhm. Ou alors, tu le disais tout à l'heure, c'est l'individu qui vend. Puis alors, s'il est commerçant professionnel d'immeuble, c'est l'impôt sur le revenu. Puis s'il est privé, eh bien, c'est l'impôt sur le gain immobilier. Mhm. Donc à ce moment-là, c'est aussi l'impôt sur le gain immobilier si une personne privée vend des actions de sa société immobilière. Ok. Maintenant, on l'a dit aussi avant, il n'y a pas de gain en capital qui est exonéré sur la vente des actions d'une société immobilière. Ça veut dire qu'il va falloir reconstituer, dans un cas comme ça, la valeur de l'immeuble. Donc, il y a une formule qui est appliquée, et ça permet au fisc d'isoler en fait la valeur de l'immeuble pour vraiment fiscaliser uniquement le gain immobilier. Pourquoi ? Parce que souvent, quand on vend une société immobilière, il peut y avoir d'autres actifs, il peut y avoir d'autres actifs sur lesquels le gain en capital doit être exonéré. Ah ouais, complètement. Ouais. D'accord, donc on doit isoler en fait la valeur de l'immeuble. Ouais. Comment on pourrait éviter que cette société immobilière soit une société immobilière ? Bon, alors attention, là, il faut être un tout petit peu... il ne faut pas tomber non plus dans l'abus de droit. Hein. C'est pas parce qu'on dit que c'est une société de... voilà, aucune idée, avec un but... et puis, si en réalité, la société vend des immeubles, c'est une société immobilière. Ouais, d'accord. Okay. Donc là, on peut mettre toute la marmelade qu'on veut là autour, avec des théories comme celle de l'abus de droit, ce sera assez vite identifié que vous avez vendu des actifs immobiliers. Ok, mais parce que j'ai souvent cette question par exemple, d'artisans qui ont une société d'installation sanitaire, société de menuiserie, oui. Et ils se disent, est-ce que dans ma SARL qui fait de la menuiserie, j'aimerais acheter quelques appartes et les garder. Alors ça, souvent, c'est pas une bonne idée, par exemple, à mon sens. Pourquoi ? Parce que l'artisan qui détient son garage, qui détient son bureau, qui détient son atelier, lui, on l'a vu, finalement, c'est des actifs qui sont liés à l'opérationnel. On ne peut pas, même si l'actif il a une certaine valeur, considérer que c'est une société immobilière. Ouais. Maintenant, si cet artisan-là commence à acheter beaucoup d'immeubles ou des immeubles, et puis que tout d'un coup, on dépasse les ratios bilanciels des 2 tiers, ou qui commencent à obtenir beaucoup de rendement de ces immeubles, ce qui se passe assez souvent pour ces gens-là, c'est qu'un jour, ils arrêtent leur métier d'artisan. Ouais. Il ne reste plus que les immeubles, et puis de facto, vous avez une société immobilière. Ouais. Pour quelqu'un comme ça, je pense que la création d'une société holding, elle peut être tout indiquée. Pourquoi ? Parce que l'artisan emmènerait sa SA ou sa SARL d'artisan sous une société holding, les rendements remonteraient à la société holding, et cette société holding-là créerait une société immobilière. Ok, donc en fait, pour chaque individu, chaque activité indépendante, pas indépendante, mais une SRL ou une SA qui fait, peu importe, même vente de meubles, vente de bijoux, parce que souvent la question me revient sur, ok, moi j'ai un petit peu de cash maintenant là-dedans, mais je ne sais pas quoi faire. J'aimerais acheter de l'immobilier, mais je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas si je dois acheter à titre privé ou pas, ou j'achète directement avec cette société-là. Bon, déjà, dans les buts, statut, ce n'est pas forcément prévu d'acheter des immeubles, mais admettons que c'est faisable. Quand même, la meilleure solution, moi, je le dis toujours, du coup, j'espère que je valide que ce soit juste, je leur dis toujours, écoutez, séparez les activités. Faites une autre société, SARL ou SA, c'est égal, qui fait de l'immobilier, qui va acheter les biens immobiliers, et gardez votre activité séparée. Ça me paraît être un conseil assez sage de prime abord. Ok, d'accord, tant mieux. Alors, je leur dis pas forcément faites une holding, ça dépend. Franchement, je veux pas aller... Après, je connais pas la situation de chacun, mais je me dis ça peut être le plus pertinent. En tout cas, c'est ce que j'ai fait moi. Alors, c'est pertinent dans certains cas de figure. Après, je dis toujours à mes clients, je vais pas vous vendre une Ferrari si vous avez besoin d'une jolie Audi. Ouais, voilà. Bien sûr. Parfois, il y a certaines situations, une société holding, c'est complètement... voilà, c'est inutile, ou bien c'est pas très pertinent, puis ça, il faut avoir le courage aussi de le dire. Ouais, donc parfois, avoir une société immobilière, avoir à côté une société d'exploitation, ça fait totalement du sens pour certains actionnaires. Donc il faut quand même toujours avoir une réflexion un peu globale. Ok, ouais. Donc, a priori quand même, j'avais encore une question sur la vente d'actions par la personne privée qui détient la société immobilière. Si au lieu de vendre l'immeuble, il décide de vendre la société, il paiera l'impôt sur le gain immobilier, lui, à titre privé, du coup. Alors, là, j'ai pas compris l'exemple. Ça veut dire qu'il détient une société immobilière et une société... Non, société immobilière tout court. Oui. Et au lieu de vendre l'immeuble que la société immobilière possède, il vend directement les actions de la société. Oui, alors là, il paye l'impôt sur le gain immobilier. Et si lui est considéré comme commerçant professionnel immobilier? Alors justement, dans les systèmes dualistes, il y a cette distinction. Donc le système dualiste, c'est tous les cantons romans, sauf le Jura, naturellement. Et il ne payera pas l'impôt sur le gain immobilier, mais l'impôt sur le revenu.
Ok. Et puis, à ça s'ajoute l'AVS. Puis là, on parle en général d'une fiscalité d'à peu près 50%. Ouais. Et puis, voilà. Donc là, si les commerçants professionnels d'immeubles qui vendent une société immobilière, c'est le risque. C'est plus intéressant de vendre l'immeuble. Alors, Même que la garder société l'argent. vende, bon, à la fin, oui, vous économisez sur l'AVS. Parce que si la société vend l'immeuble, Ouais. elle paye 14%, remontée de dividende à 28%, vous connaissez au moins votre taux d'impôt. Ou Ouais, alors mais la société garde l'argent et puis réinvestit dans d'autres projets. ça permet potentiellement de justement utiliser des mécanismes comme le rachat de LPP, qui Par permettent, exemple, quand oui. il y a le versement de dividendes de liquidation, même j'imagine c'est Oui, faisable, oui. Ah, bien sûr, oui. de racheter de la LPP et puis, Ouais. puis de passer par ce système-là. Mhm. Et dernier point sur la fiscalité immobilière, on en a fait quasiment le tour, mais on n'a pas parlé de la détention. Oui. Pendant qu'on possède le bien immobilier, donc on va payer, si on est propriétaire et on utilise cette résidence comme résidence principale, Mhm. immeuble, on paiera les quoi comme impôt, en gros. Bon, alors on aura d'abord un impôt sur le revenu. En fait, la valeur locative, elle est fiscalisée en Suisse, c'est-à-dire c'est un impôt qu'on paye pour l'usage de son propre bien immobilier. Bientôt fini ça. Ouais, alors il y a des discussions qui sont en cours. Je pense qu'on va voter à l'horizon 2024 normalement sur l'abolition de la valeur locative. Ok. Là- Faut voter quoi là? Pour l'abolir ou pas? alors moi, je suis favorable personnellement à l'abolition de la valeur locative. C'est quand même, bon, c'est de la politique, Oui. mais c'est vrai que c'est quand même assez étonnant d'être fiscalisé sur un rendement qu'on ne fait pas vraiment. À la base, ça se justifie en disant finalement le propriétaire ne dépense pas d'argent pour la location de son bien immobilier. Mais aller expliquer, par exemple, à un client américain le concept de valeur locative pour quelqu'un qui est très attaché à la propriété, c'est toujours une grande surprise. C'est clair. La valeur locative, à nouveau une fois, elle est fixée par les cantons et des pratiques cantonales un peu divergentes. Ça part toujours du prix d'acquisition, de l'ancienneté de l'immeuble, des mètres carrés. Il y a différents paramètres qui sont pris en compte, proximité avec l'aéroport. Est-ce qu'il y a est-ce que c'est chauffé, est-ce que c'est pas chauffé? Je sais que tu es valaisan, par exemple. On peut avoir des déductions pour un confort. À Genève, il y a d'autres critères. Dans le Jura, il y a d'autres critères. Et c'est ajouté au revenu. Ok. Et puis à côté de ça, le propriétaire, il paye aussi un impôt sur la fortune, et puis dont on a parlé avant, avec souvent une décote, donc légèrement inférieure à la valeur vénale. Et à ça s'ajoutent encore des impôts fonciers, qui sont en mille finalement de la... Ok, ça c'est pour le propriétaire privé qui utilise le bien immobilier. Exactement. Et si jamais il le loue ou alors il est propriétaire via la société? Alors, s'il le loue alors si le propriétaire privé met en location son bien immobilier, là il obtiendra des rendements d'un tiers. Ils feront office de revenus. Alors cette fois, en plus, il les touchera. Il ne faut pas oublier, ce propriétaire, il peut aussi déduire un certain nombre de choses. Il peut déduire soit les frais effectifs, donc c'est-à-dire les frais de rénovation, l'impôt foncier, les frais d'administration par un tiers, ou alors il a des déductions forfaitaires. On en a aussi parlé avant. Il peut aussi déduire les intérêts de la dette hypothécaire. Et via une société, eh bien, au niveau du propriétaire, impôt sur la fortune, on valorise les titres, et puis les dividendes quand il les touche. Ok, d'accord, voilà. Parfait. Et donc pour la société immobilière? Alors là, c'est l'impôt sur le bénéfice, sur les rendements qui sont réalisés. Si la société loue son bien à un propriétaire, elle doit le faire à la valeur de marché. Elle paiera l'impôt sur le bénéfice là-dessus. Elle pourra déduire les frais commercialement justifiés. C'est quoi? C'est les frais réellement engagés pour la rénovation, l'intérêt hypothécaire. Elle pourra déduire aussi des frais qui ne sont pas monétaires, des amortissements et l'impôt lui-même. C'est pour ça qu'on arrive à un taux effectif de entre 12 et 14% en Suisse. Et à côté, bien, la société va aussi payer un impôt sur le capital. Dans certains cantons, il y a un mécanisme qui permet de dire que si vous payez un impôt sur le bénéfice au niveau cantonal, communal supérieur à l'impôt sur le capital, l'impôt sur le capital est à 0. C'est le cas du canton de Vaud. Et puis, la société paye aussi un impôt foncier, puis parfois un impôt complémentaire sur immeuble qui équivaut à une deuxième fois l'impôt foncier. Ok, d'accord. Bon, parfait. Je pense qu'on a fait le tour sur toutes les impositions liées à la propriété immobilière. Merci infiniment pour le partage. Où est-ce qu'on peut vous trouver? Donc, Études Brodard Avocat SA. Voilà, Brodard Avocat SA, vous nous trouvez sur le site internet www.brodard-avocat.ch, sur les réseaux Instagram, Justin Brodard, LinkedIn également. Ok, et vous êtes à Lausanne? On est basé à Lausanne, Genève et Bulle. Ok, magnifique. Merci beaucoup, Justin. Merci Edouard. Très vite. Bonne journée, merci. Ciao.